Chaque semaine, on retient 3 actus, parfois un peu plus, qui ont attiré notre curiosité. Métro, auto, vélo, toutes les mobilités sont au programme de Plein Phare, notre talk show en direct dédié à la mobilité. Ça se passe tous les mardis soirs à 19h sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre en direct, on vous met le lien de la chaîne en description. Plein Phare, c'est aussi des débats, des invités et plein d'autres thématiques à découvrir tous les mardis soirs. D'ici là, donne-nous ton avis en commentaire sur ces actus de la semaine. Abonne-toi pour nous soutenir et bonne route! Ça y est, on est de retour. Comme je l'évoquais, le Nissan Qashqai, la 3e génération du Nissan Qashqai a été présentée. Guillaume, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non, on parle pas du Citroën Berlingo du coup. Oh, il l'a fait. En fait, on a eu un débat juste avant l'émission. Il y a Citroën qui a présenté son nouveau Iberlingo. Il l'a présenté il y a 1 heure à peu près, je crois. En tout cas, c'était dans l'après-midi. Et on s'est dit, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Moi, j'étais là, je disais, non, on n'en parle pas, c'est bon, on a déjà notre programme. Et Guillaume qui me disait, ouais, mais quand même, j'aime bien sa calandre et tout. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez noté cette nouvelle calandre? Mais on va plutôt parler du Qashqai parce que ça nous intéresse, parce que ça rejoint un petit peu le thème central, parce que sans le Qashqai, peut-être qu'on aurait encore plein de berlines aujourd'hui en Europe. C'est quand même lui qui a lancé un peu la mode des SUV en Europe. Donc 3e génération. Il existe depuis 17 ans. Déjà. En tout cas, il était présenté au Mondial de l'Automobile 2014. C'est vrai. Donc, ça fait pas tout à fait 17 ans. 7 ans, tu veux dire? 2004. Non, ça fait 16 ans et demi, quoi. 2004. Ah oui. Pardon, j'ai dit 2014. C'est 2004, pardon. Il passe à 3e. C'est drôle. C'est un beau jeu de mots, hein? Oui. Ah. C'est cool. Dites-le nous dans le chat si vous aimez nos jeux de mots. Le chien a pas l'air d'accord. François. Bah, il te pose la question, on dirait qu'il te pose la question, il te regarde. C'est un Shiba Inu, c'est un chien japonais. Tout à fait, qui a une statue d'ailleurs. Exactement. C'était des chiens très à la mode il y a encore 1 ou 2 ans. Beaucoup de Parisiens en ont acheté, vous en voyez encore pas mal dans les rues parce que c'est logique, les modes vont plus vite que les chiens. Et c'était très difficile d'en trouver. Moi j'avais une amie qui en avait commandé un en Belgique parce que les élevages français étaient déjà tous réservés sur des années à la ronde. Et vous en avez plusieurs, et donc ça s'appelle des Shiba ou des Shibe à l'anglaise, Shiba Inu, etc. Vous connaissez François historien, vous connaissez maintenant François animalier. Et si on revenait au Qashqai, François, désolé, mais donc Qashqai qui arbore la nouvelle identité de Nissan, qui a été déjà apparue sur le Juke, l'Aria, je le prononce bien. Oui, c'est comme ça. L'Aria, c'est la version électrique du Qashqai. Dans les grandes lignes. Pas tout à fait comme ça, mais voilà. Le nouveau Pathfinder qui a été présenté il y a quelques semaines aux États-Unis. Bref, un nouvel avant un peu plus original, un arrière un peu plus classique. Grosso modo, les mêmes dimensions qu'avant. Une plateforme CMF-C qui est soi-disant toute nouvelle, mais en fait c'est l'évolution de la plateforme précédente qui est partagée aussi chez Renault notamment et désormais chez Mitsubishi. Ils nous auraient menti alors en disant qu'elle est toute nouvelle. Et une toute nouvelle comme le Qashqai, il est tout nouveau, mais il garde un peu de la génétique d'avant. Il a surtout abandonné ses diesels. Il sera plus proposé qu'en hybride, donc un hybride léger en 140 et 158 chevaux. Cette version sera aussi disponible en 4 roues motrices. Et bientôt, bientôt. Version e-Power 190 chevaux, donc moteur essence qui alimente le moteur électrique. Et seul le mode électrique servira à la propulsion, plutôt à la traction en l'occurrence. En fait, finalement, c'est l'inverse d'une hybride rechargeable. C'est un peu l'inverse d'une hybride rechargeable. Dans les grandes lignes, encore une fois. D'accord. Quand tu parles de mini-hybridation, je ne sais plus quel terme. Hybridation légère, précisément, tu as dit. Oui, il appelle mild hybridation, ou micro-hybridation en français. Donc en gros, c'est un stop and start qui serait couplé au... qui permettrait de une grosse batterie. Une grosse batterie, quoi. Une grosse batterie. D'accord. Généralement, c'est une batterie 48 volts. Si ça reprend la même technologie que le e-tech de Renault. Et ça permet aussi de couper le moteur à moins de 20-25 km/h. Nissan nous le confirmera peut-être. Notamment décélération, donc bon, c'est certainement pas ce qui va vous faire gagner 2 litres au 100. C'est de la micro-hybridation. C'est vrai. Mais cela dit, il y a de plus en plus de constructeurs qui communiquent sur ce genre de micro-hybridation. Et personnellement, j'avais été assez étonné, enfin je suis encore assez étonné quand je vois des pubs du Nissan, du Ford Puma dans la rue. Il y a marqué Ford Puma hybride, tout court, tout simple, alors que c'est simplement un système de micro-hybridation. Après, c'est un terme vendeur. On se rappelle que Citroën PSA avait proposé ça il y a quelques années. Ils devaient le proposer, ils l'ont pas fait finalement, je crois, sur le C3.
Il l'a annoncé sur la C4, c'est sûr, et tout le monde aurait été tombé à bras raccourcis au lancement de la C4 quand il disait les micro-hybrides, et on leur disait micro-hybrides de quoi ? Il y a un stop and start au feu rouge. Moins 10% d'émissions de CO2 en moyenne. Quand même. C'est déjà pas mal. Après, c'est sûr que tout dépendra de l'utilisation, puisque si on fait que de l'autoroute, la micro-hybridation va juste permettre d'accélérer un peu mieux. Aussi. C'est vrai que c'est plus efficace en ville où effectivement les moteurs coupent énormément. Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'ai essayé la Golf la dernière génération avec un micro-hybridation aussi. La pêche que ça avait au démarrage, c'était vraiment quand même agréable. Tu le ressens. On le ressent vraiment bien et on démarre en électrique. Oui, je pense que tu le ressens assez vite. Donc Renault leur avait donné Hybrid Assist au début, lancé sur le Scénic en 1,5 litre DCI. C'est vrai que le terme est peut-être un peu plus adapté. Bon, grosso modo, il sera disponible très bientôt, puisque dès juin, il sera commercialisé dans une édition première édition à partir de 36 000 €. Alors sûrement sur la version 140 chevaux. Alors c'est une version de gamme, elle est toute équipée. Vous voyez, il y a quand même quelques nouveautés, notamment le bicolore à l'extérieur. L'intérieur évolue classiquement, mais assez franchement, avec un volant un peu plus rectiligne. Une courbe qui est assez sympathique entre le combiné autoradio, j'aime bien radio même si ça n'existe plus, et qui parcourt jusqu'aux passagers, avec un TEP, un cuir reconstitué sur le tableau de bord, ici un peu bleuté. Je trouve assez sympathique. Moi j'ai eu un très bon souvenir du Qashqai deuxième génération. Je l'avais eu pendant 3 semaines, un été. Et franchement, je me disais que c'était quasiment une voiture idéale parce qu'il y avait encore beaucoup d'innovations à l'époque. Les caméras 360 degrés, toutes les aides à la conduite. Ça évolue au fur et à mesure. Et je m'étais même dit, Renault va cartonner avec le Gadget. Bon, bah, je m'étais trompé ça. Finalement, ouais. Mais en plus, c'est un SUV, c'est ça le problème. Alors, c'est un SUV, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est un SUV vraiment typé européen. Donc, quand on voit la DS4, on l'a déjà évoqué, je trouve qu'elle répond un peu au Qashqai. Peut-être un peu moins sportivement. Mais il faut aussi se rappeler que quand le Qashqai est sorti, il y avait le X-Trail, qui était un premier 4x4 compact qui a démocratisé un peu le format, il ne faut pas l'oublier. Il faut le dire. Quand le premier Qashqai génération est apparu en 2004, il y avait un design un peu particulier, c'était une réponse à Nissan finalement au marché européen, puisque l'Almera ne faisait pas le figure face à la Golf. Et finalement, ils ont cartonné avec le Qashqai. Il a augmenté ses ventes d'année en année. Jusqu'au début de la 3e génération. C'est depuis peu qu'il a quitté le leadership européen en termes de vente pour le Tiguan. Donc je trouve qu'il est quand même plus adapté à cette configuration européenne du SUV. Mais totalement. Et finalement, bon, je dis que c'est un SUV en disant ah mon Dieu, c'est un SUV, mais non, en soi, c'est un très bon véhicule. Simplement, et comme j'ai oublié de l'introduire tout à l'heure, on aura un débat central sur les berlines, et précisément sur le devenir des berlines, qui perdent de plus en plus de terrain au détriment, ou plutôt au profit des SUV, justement. Le Nissan Qashqai est un exemple, ou plutôt a été un exemple, puisque comme tu viens de le dire, lorsqu'il a été commercialisé il y a une quinzaine d'années maintenant, il a remplacé la Nissan Almera, qui était une berline classique, et alors que c'était un SUV, et finalement, voilà, ça permet clairement de faire le lien avec le débat central de ce soir. Et là, c'est juste parce que je trouve intéressant de voir l'évolution du design. Il est à noter qu'il perd son bossage, qui était caractéristique des capots, surtout sur la première, qui s'est adouci au fur et à mesure. Mais je trouve qu'il gagne un peu en personnalité. Bon, là, le dessin, il est très expressif, forcément. Et je suis quand même très curieux de le voir en vrai, parce qu'il a des petits codes des années 80, notamment dans les feux, dans certains détails de style. Ça ne tient qu'à moi. Voilà, vivement juin qu'on puisse l'essayer. Mais totalement. Je regarde le chat en parallèle, je vois que Romuald, qui est à la régie, a répondu à une question qui nous avait été posée à propos des batteries 48 volts, à savoir si ça se remplaçait facilement, une batterie 48 volts. Est-ce que François, Guillaume, est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet-là ou... J'espère que ça se change facilement parce que sinon c'est clairement un tue-l'amour pour un client. C'est de la même façon que quand on avait exposé la ligne SCR, la ligne avec injection durée dans les filtres à particules, et où PSA avait expliqué au tout début d'une conférence de presse qu'au bout de 10 000 km, il fallait recharger le réservoir de Blue. Et je leur avais demandé, très bien, et vous prévenez votre client comment ? Et le responsable avait répondu très très sûrement, à 5 pleins avant la fin, on le prévient, comme ça il est obligé de retourner au garage. J'ai envie de lui dire, mais à 5 démarrages ou 5 pleins du véhicule, mais vous vous rendez pas compte qu'il est à l'autre bout de la Terre ou à l'autre bout de la France, il va pas remonter chez son distributeur Peugeot quand même. Je crois que c'est remonté à 50 démarrages du moteur. Après, peut-être que lui-même s'était trompé dans sa réponse.
En tout cas, pour ce qui est des batteries 48 volts, c'est typiquement le genre de technologie moderne qui peut agacer très vite si jamais elle n'est pas gérée en garage. Ça, malheureusement, oui, c'est certain. En fait, quand on va présenter la Golf, parce qu'au Parc Presse Volkswagen, on nous présente souvent les voitures, et il nous a dit la batterie 48 volts se trouve sous le siège passager. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait un rapprochement avec le premier Scénic qui avait sa batterie de base sous le siège passager. Donc je suppose que si on pouvait changer la batterie Scénic, on peut sûrement changer la batterie 48 volts. Oui. Reste après à voir où il est positionné. De toute façon, aujourd'hui, sur certains modèles, on ne sait même pas changer une ampoule de phare ou une batterie classique sans démonter tout l'avant. Ouais. Donc ça dépendra effectivement des plateformes et des véhicules. Quand on y pense même, la seule question c'est où trouver la batterie en question, parce que si c'est jamais qu'une batterie 4 fois plus grosse qu'une batterie conventionnelle, ou 2 fois plus grosse qu'une batterie 4, vous la trouvez... Oui, il y a la question du changement, mais c'est peut-être que la pièce détachée elle-même n'est pas accessible aux communs des mortels dans le premier Noroto venu. Hein. Noroto n'étant pas un placement de produit. C'est vrai que plus chez eux par hasard. Peut-être un jour. Ah oui. Mais pour ça, il faut s'abonner à l'émission. Parce que comme ça, plus vous vous abonnez, et plus les entreprises nous reconnaîtront, et peut-être qu'on aura des sponsors comme Noroto à certaines émissions. T'imagines, on aurait du budget. C'est certainement ça serait formidable. Certainement pas avec la qualité de ce que je raconte, parce que visiblement, avec les commentaires de Romuald, je me fais bâcher, et c'est effectivement vrai. Il n'y a pas que la taille de la batterie, il y a le voltage qui compte. François démission. Et après Guillaume démission. Chacun son tour. Tu vas te sortir bien seul. Ah là, je vais présenter plein phare tout seul. Mince, mais non, c'est pas possible. On est à 3, on est une team. À 4 avec Romuald, mais je dis 3 sur le plateau. Voyons, Guillaume, ne me contredis pas comme ça, s'il te plaît. C'est vrai, honte à moi. Je vais démissionner du coup. Est-ce qu'on a fini avec le Qashqai? On peut dire encore plein de choses, mais c'est de l'actualité. Donc, bon, allez, ce visuel, on vous le montre, qui est quand même intéressant. Il montre l'évolution de ce Nissan Qashqai. Voilà, alors en fait, bon, si j'ai bien compris, les deux visuels que vous voyez au-dessus de l'image, enfin les deux premiers visuels, sont une seule et même génération. Simplement, vous avez la génération phase 1 d'un côté et le restylage de l'autre. Oui, avec une petite subtilité, c'est la modèle plus 2. Ah oui, qui a 7 places, qui était apparu en 2008 et qui fut remplacé finalement par le X-Trail. Ensuite, sur la génération 2014, alors je crois que le X-Trail, il y avait un petit décalage en termes de commercialisation. Sans doute. Et voilà, c'était juste pour montrer l'évolution de style. Je pense qu'il est temps de passer à un autre SUV. Et tout à fait. Cela dit, moi j'ai du mal à le considérer comme un SUV, la voiture dont on va parler, parce qu'il fait un peu plus bas, je sais pas, on va en discuter. Cette voiture, c'est la Ioniq 5. Qui a été présentée également aujourd'hui, la Ioniq 5, on en parle depuis pas mal de temps dans l'émission, je crois que déjà dès la première émission de Plein Phare, il y a un petit peu plus d'un mois, on en parlait, on attendait sa présentation, puis elle a été reportée, puis encore reportée, et finalement elle est enfin présentée, elle est là, elle a été présentée aujourd'hui par Hyundai. Alors, est-ce qu'on peut dire Hyundai encore? Parce que finalement, elle a le logo Hyundai, simplement officiellement, Ioniq c'est une marque à part entière. Oui, je pense que c'est encore un coup à la Citroën DS. Ouais, c'est un coup à la Citroën DS finalement. Je pense que c'est le temps de... élargir la gamme peut-être. Oui, sans doute. Et créer des réseaux un peu particuliers pour ce modèle. Parce qu'il y a celui-là qui s'appelle Ioniq 5, il y aura la Ioniq 6 et la Ioniq 7. Il y aura sans doute d'autres modèles ensuite, mais dans les 2 prochaines années, ce sera ça. Et cette Ioniq 5, peut caractériser comme étant un SUV, c'est un SUV finalement du segment C, c'est-à-dire de la taille d'un 4JAR justement. Bah, pas du tout en fait. Non, pas du tout. C'est un grand SUV, il fait 4,63 m. Ah ouais, quand même. Donc c'est plutôt Alors tu disais 4JAR, oui, 4JAR Koleos. 4JAR, oui, plutôt Koleos. Plutôt Koleos. Précisément. Oui, en fait, c'est très étonnant parce que il fait très petit, mais son empattement fait 3 mètres. Ce qui est énorme. C'est une limousine. Voilà, c'est une limousine, il fait 1,89 m de large en rétro. Je me suis trompé sur la cote de hauteur parce que c'est pas 1,89 m de haut, mais il est assez haut. Je crois que c'est 1,60 m de mémoire et 4,63 m de long. Donc on est quand même sur du. C'est notre Guillaume. C'est n'importe quoi. Je motive vachement Guillaume à côté. Motive-le aussi dans le chat. Soyez plus gentil que moi. Du coup, c'est vrai que quand on voit son profil, en fait, c'est un hommage à la Pony d'il y a 45 ans. Donc elle a des proportions, je vais pas dire parfaites, d'une compacte, ça c'est certain, sauf qu'elle est passée par le McDo, si je peux me permettre l'expression. Donc en fait, c'est une grosse voiture finalement. Après, personnellement, en termes de style, je suis un tout petit peu déçu des détails qui surchargent la ligne au niveau des passages de roues, au niveau du pare-choc arrière, on a des filets de feu ou de catadioptres qui alourdissent un peu l'ensemble, mais globalement, c'est une voiture intéressante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'intérieur finalement. Il a été vraiment pensé comme un espace de vie. On sent la voiture autonome là qui s'approche. On va vous le montrer de suite. Je trouve déjà d'emblée, pour parler de l'extérieur, qu'elle fait vraiment concept car.
Oui, c'est vrai. Et puis il est fidèle au concept, même s'il est un peu plus rond que le concept présenté au dernier salon de Francfort. Ouais. Il est très impressionnant. Et en plus, il a d'une part un langage classique, en termes de proportion de style, et finalement cette proportion de concept car, comme un peu la Zoé, si je peux me permettre la comparaison. Donc ça fait un ovni sans faire trop ovni, comme la Ioniq d'aujourd'hui, ou certaines Prius qui ont un style peut-être un peu plus baroque. Donc je pense que son style devrait faire consensus et bien fonctionner partout dans le monde, parce qu'ils prennent des risques, mais pas trop non plus. Il y a des jolies lignes quand même malgré tout. Et surtout, c'est en termes de motorisation, on aura 2 packs de batterie. Et c'est ça, elle est 100% électrique. Elle est 100% électrique, c'est une nouvelle plateforme dédiée à l'électrique chez un nouveau follow, bienvenue, Fabrice 63. Voilà, donc 2 packs de batterie, 58 ou 72,6 kWh en simple ou bimotorisation, et on pourrait aller jusqu'à 470 km d'autonomie. Et énorme, et qui devrait... C'est bon, ouais, c'est vrai que c'est... On commence à avoir des niveaux d'autonomie maintenant sur les véhicules qui sont quand même... Donc pas la peine d'investir dans des stations-service électriques sur les autoroutes. Voilà. Oh là là. Arrête, c'est notre prochain sujet, tu le sais. Mais je le sais très bien. On fait des petits appels à ce qui se passe après. Évidemment. Donc l'intérieur très épuré, forcément pas de tunnel central, une console qui se déplace sur 14 cm. Guillaume, c'est quoi un tunnel central ? Celles et ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Le tunnel central, ça permettait de passer à l'époque l'arbre de transmission, si je ne vais pas dans les termes, pour la propulsion. Donc on avait ce gros tube qui passait au milieu entre les sièges, qui gênait le 5e passager arrière. Ça c'est sûr. Et là, surtout dans les voitures allemandes. Surtout dans les voitures allemandes. Et là, il disparaît totalement, un peu à la façon des monospaces. C'est aussi cet espace un lieu très prisé par les ingénieurs. Ce n'est peut-être pas Eric 92 qui nous le contredira, dans la mesure où comme c'est bien au centre du véhicule, bien positionné dans le centre de gravité, eh bien tout le monde veut y mettre qui ses câblages, qui ses équipements, qui ses haut-parleurs. Alors forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde, mais ça vous donne parfois des tunnels, ou plutôt des places centrales qui prennent une place considérable. Oui, bien sûr. Souvenir et dédicace à la 407. Ou à d'autres véhicules, là j'en ai plus vraiment qui me viennent en tête, si, il y a la DS5 aussi. Le DS5 et le 3008, ils avaient carrément créé une console tellement haute pour bien masquer qu'il y avait énorment de choses en dessous. Oui, c'est parce que Je pensais que c'était vraiment, moi, d'un point de vue de design, ils se sont dit, bah tiens, on va ils ont habillé la contingence. Ouais, d'accord. C'est intéressant de le savoir, ça. Il y a Eric qui ne te contredit pas, François. Ça me fait plaisir. Voilà, tu dis des choses vraies. Ça, c'est très bien. 20 secondes pour dire que c'est aussi un défi pour ces véhicules, pour cette architecture-là, que de réussir sur les monospaces. On pense au C4 Picasso, on pense au Renault Espace 4, et non pas à l'Espace 5, qui lui est justement l'antithèse ou la preuve de ce que je disais tout à l'heure. On pense donc à ces véhicules qui ont la capacité, ou même le C4 Cactus, il y avait quand même une assez belle place à l'avant. Il y avait un accoudeur qui faisait banquette. Exactement, une sorte de banquette intégrée entre les deux sièges. C'est un défi de garder de la place au milieu. Et puis maintenant, c'est permis par l'architecture électrique, puisque tous les câblages sont soit à l'avant, soit dans le fond du plancher avec les batteries. Et vous n'avez qu'à... Moi, ça me rappelle énormément cet intérieur de la Honda E en bon français. Et vous êtes effectivement sur un espace à bord limite de Peugeot 404. J'assume, à dire qu'effectivement, il n'y a plus de limitation, ou de délimitation surtout, entre le passager et le conducteur. C'est assez dingue de se dire que tu peux rentrer côté passager même si tu veux conduire la voiture. Même pas... c'est ce que je fais dans mon garage, parce que comme je colle ma voiture contre la portière conducteur, je ne peux plus sortir. François a un monospace coupé, pardon. Non, je le fais avec l'autre, je le fais avec la 205. Mais non, je pensais que c'est avec le Renault Avantime. C'est facile aussi. Alors, juste pour faire parler de l'Avantime, c'est facile. Dans la 205 et les voitures, c'est facile de le faire aussi. C'est vrai. Pour terminer, oui, du coup. Pour terminer, et pour aussi faire un petit appel à une autre rubrique, ils ont conçu les sièges comme si on était en apesanteur. C'est Calogero la prochaine rubrique, c'est ça? Apparemment c'est François. Je ne me souviens plus. Apparemment c'est François. François Calogero de suite. Vous voulez vraiment? Oui. Tiens, on va redonner les notes à François. J'ai fait le motif, ça me suffisait. Tant pis pour toi. Guillaume, est-ce qu'on a tout dit sur cette Ioniq 5? Ouais, on a tout dit. Disponible à partir de cet été selon les marchés. Il y a aussi des petites subtilités en fonction des marchés, rétroviseurs ou caméras de rétrovision. Voilà, il y aura plein d'équipements qui seront disponibles et en fonction des réglementations. Très bien, super, merci Guillaume. Vivement l'essai aussi. 2 présentations, vivement l'essai. Ça fera du bien. On va pouvoir faire le lien, François. J'aurais juste confirmé la stick campagne.
4,63 m comme... Oui, tout à fait, tout à fait même. De nous rejoindre. 4,64 m même précisément, donc c'est quand même une grosse voiture. On a encore gagné. Ça fait, on a encore gagné 1 cm. Alors que la voiture, et ça a été dit dans le chat, et c'est vrai que nous aussi on l'a constaté, elle fait un petit peu plus petite que sa longueur, que sa taille réelle. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un déçu. Il y a voilà, Laura qui est déçue pour Calogero. Bon, Laura, ce qu'on te propose, c'est que... François se prépare. J'arrive à me psychologiquement. Glisser, juste avant exactement. Que se voilà. Exactement. Bon, on va passer au prochain sujet pendant le temps que tu te prépares. Le prochain sujet, il est en lien finalement avec la Ioniq 5 puisqu'on va parler de recharge. Qui dit véhicule électrique dit bien sûr recharge. Et sur le sujet, le gouvernement a déjà fait des annonces assez importantes en la matière, notamment il y a quelques mois avec la présentation de l'objectif 100 000 bornes à fin 2021. Aujourd'hui, pour information et selon les derniers chiffres que l'on a en notre possession, nous sommes à 31 206 points de recharge précisément ouverts au public sur toute la France. Et ces derniers jours, d'autres annonces importantes ont été faites à propos de la recharge sur autoroute, qui constitue pour beaucoup le nerf de la guerre pour justement effectuer de longues distances avec ces véhicules, aussi bien sur autoroute que sur voie rapide. Et le gouvernement, via la voix de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, a annoncé l'installation sur 440 aires de service d'ici fin 2022 de bornes de recharge rapide et ultra rapide, avec une aide qui sera accordée justement aux installateurs, aux opérateurs de recharge pour installer ces bornes-là, une aide de 100 millions d'euros précisément. C'est quand même un certain budget. Voilà, on espère que la recharge comme ça pourra être déployée. Les travaux devront être réalisés donc d'ici le 31 décembre 2022 précisément, donc c'est quand même bientôt. Et finalement, dans cette enveloppe-là, seront compris les coûts d'installation précisément de ces nouvelles bornes de recharge. Et pour en parler, on a un intervenant cette semaine. Il s'appelle Clément Molison. Clément Molison est le délégué général adjoint de l'AVER France et l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On va parler avec lui justement de cette annonce gouvernementale à propos des bornes de recharge rapides sur autoroute. On voit le lien avec le technique, on le voit. On voit on voit Clément. Clément, est-ce que tu nous vois, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour, je vous vois et je vous entends. Parfait. Clément, est-ce que ça va ? Très bien. Bon, super. Alors Clément, je le rappelle, tu es le délégué général adjoint de l'AVER France, qui du coup est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Je présume que cette annonce-là du gouvernement de 440 aires de services équipés en recharge rapide d'ici fin 2022 est une bonne nouvelle pour la filière. C'est une extrêmement bonne nouvelle en effet. On a un réel enjeu en fait d'avoir une recharge qui se fasse sur les grands axes routiers et d'assurer la longue distance aussi pour la mobilité électrique. Donc c'est une très bonne chose en effet. Très bien. Alors par rapport au calendrier qui est indiqué, on parle finalement de fin 2022, donc c'est une échéance qui est très proche, au même titre que l'échéance de l'objectif 100 000 bornes qui elle est à fin 2021, donc à la fin de cette année-là. Est-ce que tu penses que cet objectif pourra être tenu de 440 aires équipées en recharge, notamment rapide et ultra rapide? En fait, tous les opérateurs ont surtout intérêt à tenir cet objectif, parce que s'ils veulent avoir accès à ce financement spécifique, il va falloir qu'ils y mettent les moyens dès à présent. Donc c'est plus en fait l'idée derrière de pouvoir bénéficier de cette aide. Sinon, dans tous les cas, il y aura quand même une obligation en fait d'équiper les aires en infrastructure de recharge à terme. Donc autant le faire dès à présent en bénéficiant de cette aide et donc dans les 2 prochaines années, enfin un tout petit peu moins de 2 ans. Ok. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien à peu près d'aires de service sont équipées en recharge rapide? Alors, il y a l'ASFA, l'Association française des sociétés autoroutières, qui en juillet 2020 établissait ça à 130 stations équipées. D'accord, ok. Donc 130 vs 440, le résultat auquel on doit arriver. Très bien. Un dernier point, Clément, à propos d'une manière générale de la recharge. L'AVER France a sorti justement récemment un baromètre sur la recharge qui établissait que 31 206 points de recharge étaient ouverts au public à date, donc en février 2021. On parle beaucoup de cet objectif 100 000 bornes.
beaucoup pensent qu'il ne sera pas atteint. Et quand bien même il ne serait pas atteint, est-ce que tu penses que malgré tout les acteurs de la filière, les installateurs, les énergéticiens, etc. seront véritablement mobilisés sur cet objectif? Et est-ce que tu penses que le chiffre va quand même augmenter de manière significative dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? La filière, elle est déjà en fait en ordre de marche derrière cet objectif. On a des contraintes, on a le Covid, on a des élections municipales qui ont pris du temps, des syndicats d'énergie dont l'exécutif ne s'est pas encore constitué, enfin s'est constitué très tard. Mmh. Donc en tout cas, il y a une vraie volonté d'atteindre cet objectif. Il a été avancé d'1 an. Des aides sont mises en place, que ce soit les aides à devenir, cette aide-là sur la recharge sur autoroute. On a le raccordement qui est mieux pris en charge. Enfin bon, voilà. De façon générale, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place pour arriver à cet objectif. D'accord. Alors, parmi elles... on espère en effet que ce sera atteint. Parmi elles, tu as parlé de l'aide à devenir. Qu'est-ce que c'est, l'aide à devenir? Advenir, c'est un programme de financement de bornes qui est porté par la Vert France depuis 2016. Et donc, on finance des bornes en voirie, en copropriété, en entreprise. On finance une partie des coûts d'installation et de pose. Alors, on a une remarque, Clément, dans le chat de Type Campagnard à propos de l'état des bornes de recharge aujourd'hui. On a quand même l'impression que c'est le gros souci actuellement, puisque au-delà de la quantité qui reste quand même, qu'on peut vouloir à juste titre voir augmenter, il y a quand même cet état des bornes de recharge qui est quand même assez pointé du doigt par les utilisateurs. Est-ce que de ce côté-là, des améliorations sont en phase d'être faites, ou est-ce qu'on devra encore attendre? Non, les améliorations, elles sont déjà en cours. Il faut avoir en tête que ces bornes de recharge, elles sont déployées depuis une dizaine d'années beaucoup par des syndicats d'énergie, par des acteurs publics qui n'avaient pas forcément le recul nécessaire, savoir la bonne puissance, à quel endroit mettre la borne. Donc il y a une partie des bornes qui ne sont pas utilisées parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Et puis il y a aussi un vrai enjeu sur la maintenance. Tout simplement, des fois, il y a des syndicats qui n'ont pas pris de contrat de maintenance, ou des collectivités qui ont pris les contrats de maintenance, mais avec un très faible, quoi. Et donc derrière, ça engendre des diverses problématiques. Et puis tous les textes réglementaires sur la recharge ne datent que de janvier 2017. Donc Oui. Effectivement, il y a un enjeu là de rétrofiter ces anciennes bornes, de les remplacer ou de les remettre à niveau. Ça, on va le financer avec Advenir. Et puis après, les bornes actuelles, elles marchent, elles fonctionnent, elles sont opérées, elles sont supervisées, elles sont maintenues. Et donc, on est en train de dépasser ça, mais c'est tout l'existant qu'il faut aussi remettre à niveau. Bien sûr. Bon, c'est effectivement une bonne nouvelle dans ce cas. Je vois une autre question dans le chat à propos du réseau électrique. Est-ce qu'on peut supposer que le réseau électrique devra être renforcé pour justement accueillir ces nouvelles bornes de recharge, et notamment la recharge rapide? Alors non, si on prend l'échelle macro, non. Après, au niveau local, il peut y avoir, voilà, il y a des raccordements qui doivent être faits. Ça doit être travaillé avec les gestionnaires de distribution d'énergie, mais à la maille macro, en fait, on va complètement pouvoir accueillir la mobilité électrique dans le système électrique. On a fait une étude avec le réseau de transport d'électricité, et 2035, on accueille 16 millions de véhicules électriques sans difficulté, même si il faudra aussi mettre en place un peu de pilotage, essayer de gérer un peu mieux les charges pour limiter au maximum les pics de consommation. Et en fait, la consommation électrique, elle baisse, et une voiture électrique, c'est un chauffe-eau. En termes de consommation, un hybride rechargeable, c'est un petit chauffe-eau, et une électrique, c'est un gros chauffe-eau. Donc, c'est pas non plus des consommations qui sont extrêmement importantes, et donc on va pouvoir accueillir tout ça et ne pas avoir des risques de blackout en hiver, par exemple. Est-ce que tu trouves que la Ioniq 5 qu'on a présentée juste avant, c'est un beau chauffe-eau? Est-ce qu'elle a beaucoup de chevaux d'ailleurs? Est-ce qu'elle a beaucoup de chevaux? Alors, elle prendrait beaucoup de place dans mon appartement, mais pourquoi pas. Une petite question, je profite de la présence de monsieur ici. Alors peut-être que j'ai complètement un train de retard et que je suis directement venu de l'année 2019, mais les bornes Easivia, elles vont être réactivées? Les bornes d'EDF, elles ont encore un avenir? Est-ce que quelqu'un va pouvoir les reprendre, ou... Parce qu'elles étaient foutrement bien placées.
Alors, EasyVia, en fait, c'est plus précisément les bornes corridor, donc celles qui étaient sur les grands axes. Parce que EasyVia, si je me trompe pas, c'est une 10 000 bornes opérées, donc celle-là, elle ne s'arrête pas. Ah, d'accord. Mais par contre, sur corridor, il y a une grosse partie du réseau qui a été fermée. Certaines bornes vont être remises en route. Mais c'est là aujourd'hui l'enjeu, c'est d'aller au-delà encore de ce qui se faisait aujourd'hui dans la recharge sur autoroute, et on n'est plus sur par exemple du 50 kW, mais plutôt dans du 150 kW. Et ça, c'est vrai que les stations sont assez peu équipées en la matière aujourd'hui. Donc on va vraiment aller vers de la recharge ultra rapide, 80% de la batterie en 20-30 minutes pour l'autoroute. Ok, très bien. Alors Clément, on a une dernière question dans le chat, je te la lis mot par mot. La question qui tue, 2 points. Fournissons-nous actuellement suffisamment d'énergie pour fournir tout le parc automobile? S'il était full électrique, c'est le truc qu'on entend remonter avec des faudra créer d'autres centrales nucléaires, etc., etc. Faudra aller se fournir chez les voisins, tout ça. Ça ressemble à un mauvais problème de maths. Précisément, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que votre baignoire fuit? Est-ce que votre chauffe-eau n'est pas assez branché? Est-ce que votre chauffe-eau... Combien d'énergie votre chauffe-eau consomme, en sachant que... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'étude qu'on a fait avec RTE, avec le réseau de transport d'électricité, mais qui est dans une perspective d'augmentation du parc et qui prend aussi en compte le fait que certaines personnes aussi se passent de véhicules individuels. Donc on n'est pas... dans tous les cas, ça sert à rien de se poser la question de savoir si là, à l'instant T, si on transformait toutes les voitures thermiques en électriques, qu'est-ce qui se passerait? Ça ne va pas se passer. On ne va pas remplacer d'ici demain 100% des diesels et des essences en électrique. Mais par contre, sur le long terme, et jusqu'à 2035, dans les perspectives les plus hautes, c'est 16 millions à peu près de véhicules en circulation. C'est vraiment hypothèse haute. On peut accueillir ces 16 millions de véhicules. Donc non, il n'y a pas besoin d'autres centrales nucléaires, et au contraire, l'avantage du véhicule électrique, c'est qu'une batterie, c'est une batterie en fait. Ça stocke de l'énergie et dans certaines conditions, ça peut la rendre. Donc c'est le véhicule électrique aujourd'hui, c'est le meilleur allié des énergies renouvelables. Et donc il y a vraiment des interactions qui se créent entre ces deux secteurs. Parfait, très clair. Guillaume, est-ce que tu as une question peut-être pour terminer? En fait, ça rejoint la question et quelque chose que j'ai oublié sur la Ioniq 5. C'est la charge inversée en fait. Certaines voitures, et je sais que la Nissan Leaf le proposait, c'était qu'elle faisait un peu... alors je vais la recharge bidirectionnelle. Voilà, qu'elle faisait onduleur. Moi j'ai ce terme-là dans l'architecture. Ouais. Elle fait onduleur pour une maison, donc du coup, si la voiture est branchée et qu'il y a une micro-coupure, c'était la voiture finalement qui prenait le relais de la consommation de la maison. Est-ce que c'est pas là une aussi des réponses de se dire on a la voiture branchée et finalement c'est elle qui fait la voiture rendre service au réseau finalement. Voilà. Est-ce que ça se développe ou pas? Ouais, tout à fait, c'est exactement ça l'idée. C'est ce qu'on appelle le V2X, hein, le V2G, Vehicle to Building, Home ou Grid pour le réseau. L'idée, effectivement, ça va être de récupérer l'énergie quand elle est excédentaire et de pouvoir la restituer à d'autres moments. Pour le moment, on est surtout à l'étape des démonstrateurs en France. Il y a des marchés en fait qui peuvent se créer typiquement en entreprise, c'est assez facile de le mettre en place. Sur le réseau public, ça pose beaucoup d'autres questions. Vous êtes prêt à donner combien de recharge, à quel moment? Voilà. Donc toutes ces questions, elles sont en train d'être réglées. On a fait, avec nos adhérents, on a produit une note sur le sujet qui détaille un peu tous les enjeux qui se posent actuellement. Mais oui, c'est des vraies perspectives et c'est des technologies qui existent déjà. On peut faire de la recharge bidirectionnelle. Après, ça se fait sous condition et il y aura un certain nombre de leviers à activer pour que ça se développe plus grandement. C'est dommage que le Texas n'ait pas plus de voitures électriques du coup. C'est sûr. François? Non, c'était plus une remarque à Navigator 84 Petit N qui nous a remarqué qu'effectivement les centrales, encore faudra-t-il qu'on en récupère toute l'entière capacité. On n'a jamais eu aussi peu de réacteurs nucléaires sur le réseau, je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui sont arrêtés. On a quand même réussi à traverser la vague de froid qui n'était peut-être pas si longue mais qui faisait pousser des cheveux blancs à peu près toute la profession. Et même si c'est pas une raison pour critiquer ou pour encenser EDF, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se réveiller avec des factures d'électricité à base de chauffage grippin qui va leur faire très mal, si ça n'a pas déjà commencé. Mais effectivement, le réseau a tenu. Alors probablement que
s'il y avait autant de véhicules qu'on en attend en 2035 électriques, ça aurait risqué d'apporter quelques petits soucis de gestion. Mais pour le moment, ça a tenu, donc espérons que ça tienne. D'ailleurs, comme disait le réseau advenir que pourra. Et un jeu de mots supplémentaire. C'est vrai que t'as été. Il y avait le chauffe-eau tout à l'heure, si ça vous dérange pas. Je voudrais être crédité. Finalement, mais totalement. Mais il y en avait un autre aussi. Ah ouais? Oui, il y en a eu un autre. Ça fait une demi-heure qu'on a commencé, t'en as pas dit tant que ça. Je me discret. Tu te réserves, c'est parce qu'on a un invité, c'est ça? Tu n'oses pas? On a peur de révéler sa vraie nature au début. Et puis au bout de la 20e question, on lui fait révéler son code de carte bleue et puis on se met. Enfin, bref. Bon, fais attention, Clément, du coup. Clément, merci beaucoup. C'est le moment où je pars, j'ai bien compris. Oui, voilà. je pense, ça vaut mieux pour toi. Merci beaucoup pour ton intervention et pour tes réponses à nos questions. Et puis voilà, tout simplement merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bon, et bien voilà, on a parlé véhicules électriques, on a parlé recharge. C'était notre premier invité. C'était notre premier invité. Dites-le nous dans le chat si vous apprécierez plutôt justement qu'on aurait, je ne parle absolument pas français ce soir. C'est pas grave. Qu'on ait plus souvent des invités dans Plein Phare. Nous, on aimerait beaucoup en tout cas. Donc voilà, sur des sujets divers et variés, ce serait génial, je pense. On dit souvent que la première crêpe est ratée, mais là, ça passe. Elle est très réussie plutôt. Elle est même très électrique. Clément, si tu nous regardes encore, tu es une crêpe qui n'est pas ratée, justement. Non, c'est le langage commun. Et là, justement, contre-exemple, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même pas de problème technique. Plutôt bien. Plutôt bien, parce qu'on a toujours une marge de progression. Mais franchement, non, la synchronisation, tout ça. Clément, tu as une marge de progression. Oh bon, allez, j'arrête. François, en plus. Oh, il y a un truc qui est tombé. Voilà, il y a quelque chose qui est tombé. Je crois. Oh, le pauvre. Oh, on est où Mon Dieu, François, reviens ici, c'est ta rubrique. Ouais, attends. Il y a des priorités dans la vie. Ah visiblement, il y a des priorités. Il y a Gérald qui s'est fait la malle. On va quitter les autos.